Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en collaboration avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Céline Orjubin, qui est cofondatrice et en charge du développement de My Little Paris, qu'on ne présente évidemment plus. Céline va nous raconter cette magnifique aventure qui est passée de My Little Paris à My Little Box et beaucoup d'autres magnifiques projets, la place des femmes de pouvoir et d'influence qui se cachent derrière ce magnifique projet. Très bon podcast à tous et à bientôt. Céline Orjubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de My Little Paris et cofondatrice de My Little Paris. On vous reçoit aujourd'hui pour nous expliquer quel est finalement le business de My Little Paris. Dans My Little Paris, il y a un média, il y a plusieurs médias et il y a aussi des box. Donc on va détailler tout ça. Okay. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est que j'ai vu que vous aviez un parcours initial chez Morgan Stanley. Je voulais savoir un peu d'où vous venez votre volonté d'entrepreneuriat, comment vous êtes devenu entrepreneur. Alors, en fait, je dirais que mon parcours initial, c'est plutôt celui d'une entrepreneuse et que Morgan Stanley, c'est une sorte de sortie de route. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents boulangers et entrepreneurs. Enfin, je considère qu'ils sont à la fois boulangers et entrepreneurs. Donc, je pense que ça m'a donné déjà un grand sens de l'artisanat depuis toute petite, un sens du goût et un sens du business, parce que j'étais très souvent derrière la caisse avec ma mère. Et voilà, et j'ai eu la chance d'étudier à HEC Entrepreneur, où à chaque fois on travaille par mission auprès d'entrepreneurs, et c'est vraiment ça qui a développé moi mon envie d'entreprendre et d'avoir un impact positif sur le monde qui m'entoure. Morgan Stanley, c'était plus... je dois avouer que j'ai rejoint celui qui est devenu mon futur mari à Londres, et c'était plus... j'ai trouvé ce job en 2 jours où j'ai été analyste financière sur le luxe et le retail chez Morgan Stanley. J'ai eu la grande chance de tomber sur un univers, le luxe et le retail, où je comprenais à peu près de quoi il s'agissait quand on parlait de Christopher Bailey chez Burberry ou de tel modèle de sac chez Saint-Laurent, mais honnêtement, les fichiers Excel, c'était pas trop mon truc. D'accord. Comment on passe de fille de boulanger en Bretagne à le luxe international, des grands groupes, des grandes marques? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Qu'est-ce qui vous motivait finalement pendant vos études pour atteindre ce milieu-là? Je pense déjà j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours dit ne fais pas ce métier-là, va voir ailleurs, pousse les portes, apprends, étudie, il y avait bien un seul budget illimité à la maison, c'était le budget des livres. Et ça, je pense que c'est une immense chance. Et puis après, je pense que fondamentalement, en naissant et en grandissant, parce que j'ai vraiment grandi au-dessus de la boulangerie pendant de nombreuses années, dans un univers où vraiment le savoir-faire est au cœur de tout le métier de la boulangerie, ça a vraiment développé une sensibilité à cet univers-là. Donc moi, ce qui m'intéressait chez Morgan Stanley, c'était moins Morgan Stanley que l'univers du luxe et du retail. Où je retrouvais autour des savoir-faire, justement. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui définit un produit, comment on le fait, combien de temps il faut pour le faire, comment on source la matière? Complètement. Et j'ai eu la chance de travailler avec Claire Kent dans la City, qui est vraiment l'analyste un peu star de la City à l'époque, et qui avait été assez clé dans le rachat de Gucci par PPR à l'époque, et qui était vraiment réputée, c'est quelqu'un qui avait étudié à Cambridge les lettres, elle était vraiment réputée pour avoir une approche très sensible des produits, des personnes à la tête des entreprises, beaucoup plus qu'une approche financière. Donc voilà, j'étais quelque part à bonne école et j'ai trouvé un peu mon maître en Claire. Et vous qui aviez fait Hippocagne-Cagne, vous aviez un miroir, vous aviez peut-être pas un miroir, mais en tout cas un exemple à suivre. Ouais, en tout cas, quelqu'un qui avait cette sensibilité-là. Complètement, parce que non seulement j'ai fait Hippocagne-Cagne, mais j'ai surtout repassé 6 fois la finance à HEC, donc c'était vraiment pas mon truc. Mais voilà aussi, je pense, une façon avec Claire de me projeter dans ce métier et puis d'en voir aussi quand même les limites. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'était 4-5 ans Non, c'était 3 ans. 3 ans chez Morgan Stanley. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour créer votre propre entreprise derrière? Voilà, moi j'en suis ressortie en pleine crise de Lehman Brothers, donc j'ai eu la grande chance de me faire virer avec à peu près 500 personnes en bas de la tour un matin. Ça s'est vraiment passé comme ça? Ah oui, avec, comme dans un film américain, avec notre petite caisse en carton. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est une grande chance parce que je pense qu'à l'époque, en tout cas, j'étais encore un peu bonne élève, j'avais envie de réussir, probablement un peu envie de plaire, etc. Et à ce moment-là, je me dis, ok, en fait là, si tu retombes dans ce type d'univers très corpo qui fondamentalement te correspond pas vraiment, tu risques de te réveiller à 50 ans et tu n'auras rien compris, tu n'auras rien vu passer. Donc voilà, à ce moment-là, c'est plus
la chance de me dire, bon, là j'en suis un peu éjectée et c'est tant mieux. Donc maintenant, il va falloir trouver quelque chose qui me corresponde vraiment parce que pendant quand même 2 ans et demi chez Morgan Stanley, j'avais l'impression de mettre chaque matin des chaussures qui n'étaient pas les miennes, un costume qui n'était pas le mien. Et en fait, ça prend une énergie folle quand on n'est pas dans un truc qui nous correspond, quoi. Et justement, donc il y a cette opportunité finalement Ouais. qui arrive. Quel est le bilan que vous faites et qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce moment-là? Ça prend combien de temps? Ça prend 9 mois. C'est vraiment une sorte de maternité. Ça prend 9 mois où je ne sais pas ce que je veux faire. Tout ce que je sais, c'est je ne veux pas retourner ni chez Morgan Stanley, ni chez McKinsey, etc. Donc je passe 9 mois à dire non en gros, à l'univers de la banque et de la finance ou de l'analyse. En revanche, je sais que je veux, et c'est très intuitif, mais que je veux me diriger vers Internet et que je veux que ce soit beau. Je veux de la beauté autour de moi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais à ce moment-là. Et là, j'ai la grande chance, en fait, j'ai une amie très proche qui est vraiment un peu, je considère que c'est un peu notre bonne fée chez My Little. Elle s'appelle Fanny Auger et moi, j'ai travaillé avec elle chez L'Oréal en tant que stagiaire. J'étais sa stagiaire. Et voilà, on échange tout le temps. Elle a 3-4 ans de plus que moi, donc c'est aussi Je trouve que c'est un intervalle d'âge intéressant parce qu'on se projette. C'est pas quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus et qui a tout construit. On se projette davantage. Et là, elle me dit, mais vraiment, il faut que tu vois mon amie Fanny Pechioda, qui est en train de monter My Little Paris. Elle me dit à l'époque, elle est en train de monter un projet. Ça va s'appeler My Little Paris. Je pense que vous avez des choses à faire ensemble. Et donc voilà, on se rencontre avec Fanny. Et à la fois, très rapidement, je me mets à travailler avec Fanny. Et en même temps, j'ai pas du tout l'impression que c'est un travail, c'est-à-dire que je le vois vraiment comme une sorte de hobby. On se retrouve le lundi soir à faire des réunions pour travailler sur la newsletter. Et je me dis, c'est génial, je retrouve mes passions de cagneuse, d'ancienne cagneuse. Mais je le considère pas du tout comme un job potentiel. Un potentiel. Non. Justement, le début de My Little Paris, le concept, c'est quoi? My Little, en fait, l'idée au tout départ, c'est vraiment de partager des bonnes adresses parisiennes. Donc de faire en sorte, quelque part, que nos lectrices, elles éteignent leur ordinateur, elles éteignent leur téléphone portable et qu'elles aillent dans Paris découvrir le plus vieil arbre où on peut bouquiner sur Paris, découvrir le meilleur restaurant sarde avec les meilleures pastas dans le 12e. Donc voilà, l'idée elle est assez simple, avec à chaque fois la volonté de... En tout cas, on le construit comme ça depuis 11 ans, c'est l'idée de vraiment envoyer comme un petit bout de dentelle, quoi. Pour moi, c'est vraiment un petit bout de poésie dans la boîte mail des gens. Je considère qu'Internet, ça peut être un super vecteur d'émotion. Et depuis 11 ans, on construit la newsletter comme ça, donc avec Kanako, notre illustratrice, qui fait tout à l'aquarelle. Elle sèche son dessin au sèche-cheveux, et puis ensuite on l'intègre, on le scanne pour la newsletter. Et puis le pouvoir des mots, ça c'est Amandine, mon associée aussi, qui travaille vraiment sur l'édito et qui a la capacité à mettre Paris en mots et de façon, je trouve, assez merveilleuse. Au début, c'est juste un média sans business plan. Alors au début, on ne se considère parler. même pas comme un média. En fait, au tout début, c'est une association loi 1901, donc c'est pas du tout un business. Et l'idée pour nous, c'est de faire la plus belle newsletter que les gens puissent recevoir. Et envoyez tous les combien? On en envoie 2 par semaine, 1 à 2 par semaine. Je sais pas ce qu'on faisait parce que franchement, on passait quasiment tout notre temps là-dessus, mais quand je revois. Mais voilà, on pouvait passer 10 heures sur un titre à débattre, on pouvait passer des heures et des heures sur chaque mot. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai toujours, 11 ans plus tard, un peu mal au ventre quand la newsletter part, parce qu'il y a ce sentiment vraiment d'envoyer un petit bout de nous. Alors à l'époque à 50, puis 1000, puis 10 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'abonnés. Comment ça grandit, une newsletter? Comment vous êtes devenu, comme vous disiez, au début, une petite assoce? Vous étiez combien au début? On était 5 associés cofondatrices. 5 associés cofondatrices. Comment c'est devenu 10 000 personnes qui suivent la newsletter? Comment on fait grandir cette chose-là? Paradoxalement, en ayant 0 expérience et 0 argent. Alors c'est ce que, a posteriori, on appelle le pouvoir, the power of zero. C'est une théorie de Nancy Lublin que j'aime beaucoup et qui dit qu'en fait, moins on a d'argent et moins on a d'expérience, plus on est malin. En tout cas, nous, on n'a jamais levé de fonds. On a juste mis 5 000 € au capital au départ et je pense que ça a fait qu'on a très vite eu une seule obsession, c'était le bouche-à-oreille. C'était en fait tout simplement une question de survie à ce moment-là, c'était de se dire on veut que chaque personne qui reçoit la newsletter la partage au moins à 10 copines, on veut qu'on parle de nous le soir à un dîner, on veut qu'on parle de nous le matin à la machine à café, on veut infiltrer les conversations physiques. Et ça en fait, ça demande pas seulement de faire
la newsletter la plus originale ou la plus poétique ou quoi. C'est vraiment de faire une petite part du travail de votre lectrice et se dire en fait ça, comment est-ce que je le raconte? Est-ce que là vraiment je m'arrête dans la lecture et j'en parle à ma voisine de bureau ou pas? Et qu'est-ce que je lui raconte? C'est quoi un peu le take-away? Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs au démarrage pour que la newsletter circule, pour qu'elle devienne un bon plan à partager? En tout cas, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que plus ça me semblait intime et unique, en fait, plus ça touche quelque chose d'absolument universel. J'ai 2 exemples en tête. Le premier, j'en ai un très léger et un beaucoup moins. Le premier, c'est... alors moi, j'ai fait 15 ans de... Ça, c'est la partie légère. J'ai fait 15 ans de danse classique et de modern jazz. Et je suis hyper nulle pour danser. Enfin, je me sens hyper mal à l'aise pour danser, genre en soirée. Et donc, je rentre d'un week-end un lundi matin et je partage ça avec l'équipe éditoriale en leur disant, mais en fait, il faudrait trouver une sorte de cours pour apprendre à danser en soirée. Ça n'existe évidemment pas à Paris. Elles cherchent, elles n'en trouvent pas. Et puis finalement, elles se disent, on n'a qu'à l'inventer. Et très souvent, après, on a fonctionné comme ça. Et donc, elles ont contacté un prof à Elephant Paname. Et elles ont créé ce cours-là à l'époque. C'était, je crois, en 2010. Et en fait, après, c'est la magie de l'édito. C'est-à-dire que ça ne s'est pas appelé un cours pour apprendre à danser. Ça s'est appelé Comment danser comme Beyoncé. C'est un cours qui est complet. Donc, il y a 40 personnes tous les soirs depuis 2010 qui se retrouvent à Elephant Paname tous les dimanches soirs pour apprendre à danser comme Beyoncé. Donc, j'étais pas la seule à avoir cette petite gêne. Et voilà, et en fait, plus on pense que c'est quelque chose d'intime, plus c'est universel. Et très récemment, pour le 1er novembre, on a écrit une newsletter sur le deuil, et en se disant qu'en fait, le 1er novembre, c'est pas que des costumes gentiment effrayants d'Halloween. Et voilà, et en partageant des idées de podcasts, de lectures, de rencontres qui, en tout cas, nous, dans l'équipe, nous ont fait du bien quand on a traversé cette période-là. Et c'était il y a un peu plus d'1 mois, et je crois qu'il y a à peu près chaque jour une personne qui me parle de cette news. Alors c'est typiquement, moi, c'est ça mon ambition, c'est de faire en sorte que on me dise, c'est fou votre newsletter, j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées, que vous savez ce que je viens de vivre, que vous savez mes envies. Et moi, c'est ça que je trouve magique avec le digital aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse à 5 millions de femmes, mais que chacune a le sentiment qu'on lui parle vraiment à elle. Et d'ailleurs, Amandine écrit vraiment comme si elle écrivait à une amie en particulier. Ouais. Le marché de la presse féminine était dense, est toujours dense. Comment un nouvel acteur peut arriver? Est-ce que vous aviez un ton différent? Est-ce que justement vous aviez peut-être une liberté différente par rapport à la presse papier? Qu'est-ce qui a fait que vous trouviez votre lectorat? Ce qui me vient en tête là, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment de Diane von Furstenberg, qui m'a fait beaucoup rire, où elle dit en fait, on trouve tout le temps un 5 à 7 pour un amant. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on trouve tout le temps de la place. C'est joliment dit. Et je pense qu'en fait, elle a inventé une robe quand même pour ça. Oui. Et je pense que, en fait, My Little, on a trouvé notre place dans le cœur, dans l'esprit de nos lectrices, parce que ça les touchait, parce que il y avait probablement une forme un ton, une voix, et puis tout simplement, parce que je pense que ça se ressent, j'espère qu'on y met tous nos cœurs, tous nos rêves, toutes nos tripes dans ce petit bout de newsletter, quoi. Et je pense que c'est ça qui se ressent de l'autre côté de l'écran. En termes de rythme, aujourd'hui, vous écrivez combien de papiers? Vous envoyez combien de newsletters? Comment vous avez fait évoluer le rythme en une dizaine d'années? Alors, ce qui est certain, souvent, on me dit « Ah, mais oui, mais vous êtes digital native, donc c'est facile, etc. » En réalité, quand on se parle du digital et de ces 11 dernières années, il y a vraiment eu... moi, j'ai l'impression d'avoir changé de métier plusieurs dizaines de fois. Parce que, voilà, typiquement, nous, il y a 11 ans, on envoyait 2 newsletters par semaine. C'était un texte de 130 mots, un visuel et basta. Aujourd'hui, donc, on a évidemment My Little Paris, Lyon, Marseille, Kids Wedding, merci Alfred en newsletter. On a aussi Tapage, qui est notre appli pour les jeunes femmes. Et puis surtout, sur l'ensemble de ces déclinaisons-là, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc en fait, aujourd'hui, on se parle de plusieurs dizaines de contenus qui sont produits chaque jour. Et là aussi, où quelque part, il y a 10 ans, les mots étaient vraiment l'aspect central de notre métier. Aujourd'hui, l'image a pris un poids beaucoup plus fort.
Et donc voilà, on a changé de métier en 10 ans. Ouais. Du coup, vous êtes allé chercher d'autres compétences. Comment, déjà, on grandit en faisant de l'éditorial. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la pub est arrivée? Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé d'autres relais de croissance? Comment vous avez fait grandir la société, peut-être en créant une société, justement? Ouais. Alors, en fait, pendant la première année, on n'a pas du tout eu de publicité. Ouais. Et c'était pas du tout un objectif. Voilà, enfin, on s'occupait pas de ça. Et puis au bout de 1 an, on a eu la chance d'avoir une première marque, c'était Dior, qui est venue vraiment toquer à notre porte. Et là, on a pas mal réfléchi, donc ça devait être en 2009. Et en fait, ça faisait 1 an qu'on avait créé vraiment une communauté, on avait à peu près, je pense, 50 000 lectrices. Et on s'est dit, on peut pas du jour au lendemain, c'était quand même, il faut se remettre en tête, hein, c'était 2009 ou 2010. C'était l'époque des vidéos en expand, Internet ressemblait à un sapin de Noël. C'était vraiment un espace où vous n'aviez pas très envie d'aller. Et voilà, on s'est dit, on ne peut pas du jour au lendemain mettre une vidéo qui va ouvrir en expand ou en pop-up quand on ouvre la newsletter. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et donc à ce moment-là, on s'est dit, on va travailler avec les marques, mais simplement, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire et on va parler de cette marque avec nos mots, avec notre ton. Et on va même chercher un bénéfice pour la lectrice. Alors là, c'est pas évident parce que vous expliquez aux marques, non, un lancement de parfum et annoncer ce lancement, ce n'est pas un bénéfice pour la lectrice. Mais qu'on va trouver quelque chose d'autre. On va trouver un contenu original, on va imaginer une visite d'un atelier, imaginer quelque chose qui va vraiment toucher nos lectrices qu'on connaît par cœur. Enfin, aujourd'hui, on connaît par cœur ces 5 millions de femmes, on sait ce qui leur donne envie de traverser Paris, on sait ce qui leur donne envie de cliquer sur un contenu, de s'engager. Et c'est ça qu'on met vraiment à disposition des marques. Donc on travaille avec Dior. Là, il y a eu un trafic énorme, alors énorme à l'époque, mais c'est juste qu'on était, une mini-ligne dans le plan média de Dior, et que nous, nos 50 000 lectrices, à partir du moment où on a envoyé la news, ont cliqué, sont allées directement sur le site. Donc voilà, dans les minutes qu'on suivi l'envoi, 100% du trafic venait de My Little, et c'est vraiment ce qui nous a lancé au sein d'LVMH, parce qu'ensuite on a eu la chance de travailler avec toutes les marques d'LVMH. Ouais, ça c'est, le bouche-à-oreille, pour le coup, version un peu B2B, a vraiment fonctionné chez LVMH, et nous, ça a été vraiment, c'est ça qui nous a lancé, quoi. Le fait de faire un contenu pour la marque, souvent en partenariat avec la marque. Ouais. Ça, vous êtes inspiré de choses que vous aviez vues ailleurs, ou c'était vraiment votre façon de faire? Comment vous êtes allé chercher ça? Alors, on avait vraiment un modèle en tête qui était Daily Candy, qui est une start-up américaine. Et voilà, on savait qu'ils faisaient des emails, ce qu'ils appellent sponsorisés. Et donc, on savait qu'à un moment donné, ça pouvait être un modèle publicitaire pour nous. Donc ça a beaucoup joué. Et je trouve que c'est super important d'avoir on a toujours eu des sortes un peu de modèles comme ça qui tracent la route. Alors, en fait, typiquement Daily Candy, ça nous a aidé à tracer notre route pendant quelques années. Et puis ensuite, c'est des modèles où vous dites, ça, j'en ai plus besoin, je vais prendre autre chose en tête. Mais ça nous a aidé vraiment au tout début à y croire, à voir que c'était possible. Ça veut dire aussi d'avoir la tête dans le guidon sur la ligne éditoriale, sur ce que vous proposez, c'est important, mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde entier pour aller agripper les bonnes idées qui se passent au Japon, aux États-Unis, aller mettre ça à la sauce française. Ouais. Ça, en fait, depuis le tout début, on s'est vraiment dit quelque part que nous, notre business, concrètement, il y a 0 barrière à l'entrée. C'est hyper facile d'aller tester un restaurant et de rentrer sur son canapé et d'envoyer un email à 50 copines. On s'est dit que ce qui allait vraiment faire la différence, c'est toute la dimension un peu culture, c'est tout l'état d'esprit qu'on y met, c'est l'attention aux détails, c'est l'inspiration qu'on y met. Et ça, en fait, moi, je considère que ça se travaille. Donc, on a vraiment des rituels créatifs hyper forts. On a des spotters un peu partout dans le monde. Donc, il y en a à Tokyo, à Amsterdam, à New York. Alors, c'est quoi un spotter? Alors, un spotter, c'est quelqu'un qui nous déniche des tendances. En fait, nous, on a des spotters version de tendance. Donc, ce sont ces personnes-là. On fait un call à peu près 1 fois par mois avec elles. Et ça, l'idée, c'est vraiment de capter toutes les tendances qui passent. Une autre façon de le faire, peut-être plus à la portée de tout le monde, c'est on s'abonne à Fast Company. Mais derrière, on devient des espèces de maniaques du truc. C'est-à-dire que Fast Company, donc, est ce magazine qui donne vraiment toutes les tendances de la Silicon Valley, avec un prisme très américain. On a un débrief mensuel où il y a toute l'équipe. Et vraiment, on a passé au crible Fast Company. Et il y a 2 planners strat de l'équipe qui nous font un débrief. Et ça, en fait, c'est vraiment, nous, une façon de fonctionner. C'est cette idée d'avoir des antennes partout. Parce que ce qui est à la fois hyper stimulant et qui peut être un petit peu angoissant dans le digital, c'est que ça va hyper vite.
Et donc, il faut être capable de capter les tendances et puis de tester, quoi. Ce qui va hyper vite aussi, c'est le fait de faire grandir la société finalement. Parce que vous avez dû vous staffer, vous l'avez dit, développer d'autres newsletters sur d'autres villes ou sur d'autres cibles. Comment vous avez grandi et quelles ont été les étapes phares finalement ou peut-être les étapes un peu plus compliquées pour aboutir aujourd'hui à 130 personnes au sein de l'entreprise? Alors, je dirais que moi, une étape qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'écrivais pour la news au tout début, on faisait tout un peu tout. Assez rapidement, je me suis occupée de la partie business, mais je continuais à écrire et je me rappelle avoir testé un restaurant qui s'appelait Sushi and Rice. Donc voilà, je dis au restaurateur, après l'avoir testé, je dis bah voilà, c'était super, on va en faire une news dans My Little Paris, etc. La news va partir vendredi, tenez-vous prêts, je l'enverrai vers 11h30, etc. Je l'appelle la veille pour le prévenir et là, il me dit écoutez, je sais pas ce que c'est votre My Little là. Mais bon, j'ai déjà eu des articles dans l'Express, dans le New York Times, ça devrait aller. Bon, je raccroche, on envoie la news. Et quand même, j'aimais bien savoir un peu l'impact ou quoi, donc je le rappelle, je pense, le lundi suivant. Et là, il me dit, mais c'est quoi ce truc? Je fais, bah, c'est My Little Paris. Là, il me dit, mais le téléphone sonne non-stop. J'ai dû faire appel, à un petit cousin pour décrocher le téléphone et prendre les réservations. Et là, surtout, on est booké sur les 6 prochains mois. J'ai jamais vu ça. Et en fait, moi, ça a été vraiment un moment, je pense que c'était tout début 2010, et c'est vraiment un moment où on a commencé à se rendre compte qu'on avait un impact très fort sur les restaurants dont on parlait, sur les expériences dont on parlait. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un sentiment de grande responsabilité, quoi, de se dire qu'aujourd'hui, on a un impact sur tout le tissu entrepreneurial parisien essentiellement, et puis français plus largement. Ça a été une première étape. Cette sensation vraiment de se dire waouh, en fait, il y a des gens qui vraiment lisent nos newsletters. Et ça peut faire la différence pour une société. Exactement. Et ça fait vraiment la différence parce que on a un lien de confiance avec nos lectrices, qu'elles nous écoutent et qu'elles suivent nos recommandations. Et je pense encore aujourd'hui, il y a assez peu de médias. On a fait un spectacle avec Esther Perel, qui est une psy américaine dont j'adore le travail. Enfin, elle a fait un talk à Paris, on l'a fait venir à Paris au Théâtre de la Porte Saint-Martin, c'était en juillet. Et je suis arrivée devant le Théâtre de la Porte Saint-Martin et il y avait 820 personnes qui faisaient la queue parce que le théâtre n'était pas encore ouvert, donc quasiment jusqu'à République. Voilà, c'était au mois de juillet, il faisait 42 degrés, un mardi soir. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez peu de médias qui ont cette capacité vraiment, non seulement à capter l'attention, mais derrière à faire passer à l'action et à faire en sorte que les lectrices et lecteurs se disent en fait, ce soir, je vais aller au Théâtre de la Porte Saint-Martin écouter Esther Perel. C'est le degré d'intimité qui fait ça? Je pense que c'est deux choses. C'est le ton, c'est cette notion vraiment d'intimité. Et ensuite, c'est le fait qu'on soit ancré dans la vie réelle. C'est-à-dire que c'est hyper fort, quelque part. On reçoit parfois des emails de gens qui nous disent « Mais en fait, grâce à vous, je viens de passer un des plus beaux dimanches après-midi à Paris que j'ai jamais vécu. » En fait, ce souvenir-là, ils l'associent à la marque My Little. Quelque part, cette expérience qu'ils ont vécue à faire une balade guidée en vélo de la place Vendôme jusque dans tout Paris, c'est quelque chose qu'ils associent à My Little et qui vient vraiment nourrir, je pense, une notion un peu de love brand. Et ça, pour nous, c'est très fort. Donc ça, c'est vraiment, le premier point où j'ai vu vraiment l'impact de My Little. Et le deuxième point, alors pour le coup, on a frôlé la crise de croissance, ça a été plus le lancement de My Little Box. Oui. Donc en 2011, on se dit, en fait, on a remis de l'émotion dans la boîte mail, on pourrait remettre de l'émotion dans les boîtes aux lettres. On avait un peu en tête, en inspiration cachée, à la fois la pochette surprise des boulangeries, et puis le Club Barbie auquel moi j'étais abonnée quand j'étais toute petite et je me rappelais vraiment de l'effet que ça avait sur moi quand j'allais à la boîte aux lettres chercher mon paquet. Et en fait, on lance donc My Little Box en se disant on va voir ce que ça donne. On produit 2000 box pour décembre. On prend la décision en octobre de lancer ça. On produit 2000 box pour Noël évidemment. Et en fait, les 2000 box partent en 45 minutes. Donc avec quoi dedans ? Alors, quand on se lance, on ne savait pas ce qu'il allait y avoir dedans. C'est-à-dire qu'on envoie un email. C'est un concept. C'est le concept. On envoie une petite vidéo. Où, quand j'ai regardé d'ailleurs récemment, c'est un petit dessin animé de Kanako. On comprend juste que c'est une box qui arrive chez vous, mais on vous dit promesse avec 3 produits de beauté et voilà. Mais c'est tout. Parce qu'à l'époque, concrètement, quand on a lancé l'email, on ne savait toujours pas les produits qu'on allait avoir parce qu'on s'est frotté évidemment au monde physique. Où voilà, il s'agissait de remplir 2000 box en quelques semaines. Mais en réalité, les 2000 box donc, sont partis en 45 minutes. Et on en a produit 10 000 le mois d'après, qui sont partis en 24 heures. Donc ça a été 2012, ça a été vraiment la start-up dans la start-up, avec évidemment une équipe, le même nombre de personnes. On avait tout un peu 2 casquettes, à la fois à continuer sur la partie média et puis à créer cette box. Notre promesse à l'époque, c'était vraiment de se dire, on envoie on le travaille comme un magazine. C'est un peu un magazine en 3D et chaque mois, on veut surprendre et raconter une histoire.
donc avec 3 produits de beauté et 2 surprises My Little. Et paradoxalement, c'est grâce à la box aujourd'hui qu'on est présent à l'international, donc c'est 30% de notre business. Ouais. On est présent en Allemagne et au Japon. Et clairement, ce qu'achètent notamment les Tokyoites, c'est vraiment un petit bout de Paris qu'elles veulent recevoir dans leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, je lisais, c'est 70% de votre chiffre d'affaires, la box, c'est ça? Alors, tout le e-commerce. Donc aujourd'hui, on a My Little Box. Ensuite, on s'est dit, mais c'est merveilleux, quelque part, le business de l'abonnement. Donc, on a lancé Gambette Box. Donc, Gambette Box, c'est 2 paires de collants qu'on reçoit chaque mois. Et avec cette idée aussi de remettre de la fantaisie, de la surprise dans un achat qui peut être pas forcément très excitant. Assez basique, très basique à la base. Et là, en fait, nous, on le construit un peu de la même façon, un peu comme un magazine. On va vraiment imaginer aussi des collants plus originaux. Et je pense que c'est ça qu'apprécient nos lectrices, que notamment sur le Gambette, on est en croissance de 40% chaque année depuis le lancement. Donc c'est vraiment une croissance très forte. Sur le modèle de la box, qu'est-ce qui est un élément clé pour que ça fonctionne? Parce qu'on en parlait un peu, mais les box, on en avait beaucoup s'effondrer, malgré peut-être des propos intéressants, mais pas réussir à se développer. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour tenir le choc, rester 10 ans bientôt sur le marché? Quels sont les éléments clés pour qu'une box fonctionne? Je pense que déjà à l'époque, en tout cas, nous on s'est lancé en 2011, et on a vu en effet 2012, c'était l'année des box, où tout le monde lançait sa box de je sais pas quoi. Il y a quand même un élément clé à avoir en tête, c'est que c'est quand même un marché de masse. En fait, là on était sur avant un média, pour le coup, un modèle publicitaire avec une temporalité assez réactive. On est passé sur un business model où on fonctionne au centime près. Donc il y a des notions de marge hyper serrées. Hyper serrées. Et puis avec une temporalité où en fait, nous, notre plan box, là, il est prêt quasiment à 9 mois, 9 mois en amont. Quoi. Donc, en fait, moi j'ai parfois l'impression opérationnellement de diriger un peu 2 entreprises aujourd'hui, avec en réalité un même cœur, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on surprend et on raconte une histoire. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans la box, et je pense que c'est un peu, la notion de surprise, elle est essentielle. Quelque part sur la newsletter, parfois on me dit mais c'est fou, vous arrivez à trouver des idées encore dans Paris, 11 ans plus tard ou quoi. Et en fait, ça fait plus de 11 ans qu'on surprend ce qui est probablement la population la plus blasée au monde, à savoir les Parisiens. Et dans la box, quelque part, c'est le même enjeu. C'est vraiment de réussir à surprendre de mois en mois et d'année en année chacune de nos abonnés. Du coup, vos 2 activités sont rentables aujourd'hui ? Ouais, alors on est rentable depuis le jour 1. Oui. Alors un peu facile au tout début parce qu'on se payait quasiment pas. Mais ensuite on a pu non seulement nous se payer, mais surtout rémunérer tout le monde et tout. Et donc on est rentable depuis le tout début. On n'a jamais levé de fonds. Et en fait, moi je me suis vraiment occupée depuis le tout début de la monétisation de My Little. Donc je suis vraiment responsable au tout début de la relation avec nos partenaires. Avec les partenaires. Il y a quand même Au Féminin qui est rentré au capital. Ouais. Quand est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que ça a apporté finalement dans la construction de l'entreprise? Alors, donc en fait, on a vendu à Axel Springer, qui était représenté par Au Féminin en France. C'était en 2013, donc ça fait 6 ans. Je pense qu'à l'époque, pour nous, c'était une façon déjà, de matérialiser un peu l'impact qu'on avait eu. Parce que on s'est très très peu payé pendant des années, etc. Donc c'était une façon de matérialiser ça. Et puis ensuite, on voyait aussi, c'était le moment où on a commencé à approcher l'international, à se dire ça serait bien qu'on lance vraiment l'international. Et donc on y voyait vraiment une forme de rampe de lancement pour l'international avec un groupe comme Springer qui est évidemment très présent en Allemagne. Donc c'était une façon de se dire ça pourrait être pas mal d'être adossé c'était important pour nous, un groupe industriel, un média, qui n'agirait pas comme un fonds d'investissement, et puis avec un ancrage international très fort pour nous aider à passer ce cap-là. Aujourd'hui, qui est derrière Au Féminin ? Alors aujourd'hui, c'est TF1. Donc Axel Springer a vendu tout le groupe Au Féminin à TF1 il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est TF1 qui est notre actionnaire majoritaire. Et vous, dans le groupe, est-ce qu'il y a des passerelles avec d'autres acteurs du groupe ? Est-ce que vous fonctionnez avec d'autres acteurs du groupe ? Alors je pense que My Little, c'est une petite bulle un peu à part. Ça l'était déjà sous gouvernance Axel Springer, ça l'est aussi là avec TF1. Ce qui est intéressant là, je trouve, c'est 2 choses. C'est déjà, on crée quand même quelques passerelles avec notamment Gilles Pélisson, qui est le PDG de TF1, pour pouvoir imaginer des approches, notamment pour les marques avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est quand même intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien.
de se dire qu'on va créer de la valeur tout simplement pour nos partenaires. Et ensuite, il y a aussi un triptyque qui était, je crois, vraiment le rationnel derrière le rachat pour TF1, qui était se dire de triptyque e-commerce, digital et télé. Il y a probablement des choses à craquer là-dessus. Et donc, c'est sur quoi on est en train de travailler en ce moment. D'accord. Donc, il y a des projets sur des passerelles à définir, ouais, à consolider. Mais en partant vraiment, moi, je crois assez peu aux synergies. Je crois à l'intelligence des projets et des gens qui les montent. Et donc, c'est plus en partant d'idées et de projets où on se dit, tiens, on va tester ça, mais de façon très... vraiment en A/B testing. Il y a une expérience qui m'intéresse, c'est la vôtre en tant que créatrice d'une entreprise à plusieurs. Ouais. Et comment on fait évoluer l'entreprise et puis quelles sont les compétences dont on a besoin finalement pour arriver à 130 personnes. Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez partagé avec des pairs pour en savoir plus? Comment vous êtes formé à diriger une boîte de 130 salariés? J'ai l'impression qu'on se forme pas trop à ça, même si c'est pas sympa pour HEC Entrepreneur, parce que j'ai appris des tonnes de trucs à HEC Entrepreneur, mais en réalité, on est sur un business qui évolue très vite, en permanence. Donc en fait, j'ai le sentiment que nous, la façon dont on a tout le temps procédé, c'était plus de prendre des personnes que j'admirais, par exemple, sur le marché de la publicité au tout début. Moi, je connaissais rien à la pub, quand j'ai commencé, je savais même pas pourquoi il y avait des agences pub et des agences médias. Ouais. Je connaissais pas les formats publicitaires, etc. Et donc là, l'idée, ça a été plus de prendre des gens que j'admirais sur ce marché-là, dont j'aimais bien l'approche, et même à Lidl aussi, qui étaient souvent des lectrices, mais voilà, qui travaillaient en agence de pub, en agence média, qui travaillaient chez l'annonceur. Et en fait, de travailler avec elles vraiment un peu comme des consultantes. Donc ces personnes, parfois, c'était simplement autour d'une pizza le soir, pour échanger. Et quelque part, en l'espace de 1, 2 ou 3 dîners, ça me permettait d'avoir une meilleure vision. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours fait. En fait, typiquement, là, si c'est sur se lancer à l'international, ça va être le faire avec des personnes qui sont présentes là-bas, juste échanger. Et en fait, je suis assez surprise à chaque fois de voir à quel point les gens, à partir du moment où vous sonnez aux bonnes portes et avec des questions un peu précises et une envie de partage, sont évidemment partants pour vous donner des idées, des insights, partager ce qu'ils ont appris, quoi. Pour ouvrir un peu leur carnet d'expérience. Ouais, complètement. Vous parliez de l'international, vous me disiez Japon, Allemagne aujourd'hui. Ouais. Où sont les opportunités pour le concept My Little Paris et puis pour les différents formats qui existent? Les opportunités, elles sont quand même très larges parce que ce que je réalise, c'est que, Nike, c'est une marque très forte. Oui, Apple, c'est une marque très forte. En réalité, je pense que l'une des marques les plus fortes au monde, ça reste Paris. Et c'est une marque qui met des étoiles dans les yeux dans beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on propose à nos abonnés. C'est vraiment un petit bout de Paris, que ce soit avec My Little Box ou que ce soit avec Gambet Box. Donc aujourd'hui, on a 250 000 abonnés au global. Et clairement, l'idée, c'est plus de pousser Gambet, qui est probablement peut-être plus simple à scaler à l'international aussi, parce qu'il y a moins de textes, il y a moins d'enjeux de sourcer des produits en local. Donc là, on a testé sur 12 pays. Idem, vraiment en A/B testing, en investissant 20 € sur Facebook pour voir où ça prenait. Et on sent que les Pays-Bas, notamment, enfin tous les pays nordiques et l'Allemagne, ça prend bien. Donc on va ouvrir l'Allemagne en 2020. D'accord. Pour Gambet. Justement, vous me disiez, un autre enjeu pour Gambet, c'est tout ce qui est sourcing éco-responsable, apporter plus de durabilité aux produits. Comment vous approchez ces problématiques-là? En quoi c'est un enjeu pour vous, finalement? Alors, pour moi, c'est un enjeu... je pense que c'est très, très ancré en moi depuis toujours. Je pense que le fait d'avoir grandi en Bretagne n'est pas anodin là-dessus. Mon maître à penser là-dessus, c'est Yvon Chouinard, donc le fondateur de Patagonia, et son livre « Let My People Go Surfing », qui, moi, est vraiment une immense source d'inspiration. Et en fait, là-dessus, de la même façon, je tâtonne avec quand même une différence, c'est que je pense que My Little, ce qu'on se disait, on a toujours été dans une approche plutôt d'innovation et de nouveauté. Là, en fait, c'est un enjeu de transformation de notre business. Et en plus, chez My Little, on est toujours dans une approche hyper émotionnelle des choses et narrative. Et là, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que ça demande une approche plus rationnelle. Typiquement, là, on a fait le bilan carbone de My Little. Moi, j'ai vu que l'ensemble des produits qu'on sourçait pour la box, donc pour nos 250 000 abonnés, ça avait à peu près le même poids en impact carbone que nos newsletters. C'est le genre de choses, je sens que même mon cerveau a du mal à connecter ces données. Donc c'est vraiment des approches rationnelles comme ça qui me permettent d'avoir quelque part l'impact le plus positif, le plus rapidement. Donc c'est un peu un changement de mindset. Ça, concrètement, pour moi, c'est m'inspirer donc des meilleurs, typiquement Yvon Chouinard,
Et 2, ensuite aller, c'est idem, quoi, c'est des déjeuners, des cafés, des dîners avec des gens qui peuvent m'inspirer et nous aider là-dessus. Le partage d'expérience, la co-création, vous c'est quelque chose qui est très ancré dans votre façon de fonctionner au quotidien. Vous disiez que vous participiez à Sista. Qu'est-ce que c'est Sista? Vous n'êtes pas toute seule dans cette affaire-là. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec My Little Paris. Quelle est la vocation de Sista? Alors, ça a à voir dans la mesure où, pour moi, My Little, c'est vraiment une histoire de femmes. Donc, on était 5 femmes cofondatrices. Sur les 130 salariés, il y a 110 femmes. Et surtout, on s'adresse à 5 millions de lecteurs, mais en réalité, 4 900 000 lectrices. Donc voilà, et moi, c'est quelque chose que j'ai conscientisé il y a, je dirais, 3 ans à peu près. Et c'est ce qui m'a amenée à créer Mona, donc, qui est un espace de coworking qu'on a ouvert rue de Turenne. Donc, c'est 450 mètres carrés dédié vraiment à l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, dans ça, moi, j'ai été vraiment hyper impressionnée par le travail, notamment de Tatiana Jama et Céline Lazorte, qui ont créé le collectif Sista. Donc, elles ont été rejointes ensuite par Mercedes Serra, par Stéphane Palaise. Et donc, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et dirigeantes. Avec l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès aux fonds d'investissement pour les femmes entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on voit quand même, et je trouve que c'est une sorte de nouveau carcan, mais on voit de plus en plus d'images de femmes entrepreneurs dans les médias, les podcasts, etc. C'est très valorisé. On voit, il y a une lumière aujourd'hui. Beaucoup de femmes qui sont mises en avant aujourd'hui pour leur capacité à entreprendre et leur réussite. Ouais, complètement. Donc c'est super, sauf qu'en fait, quand on regarde concrètement, on se parle d'argent, nous on avait le sentiment que quand on se parlait de levée de fonds, là bizarrement c'était toujours à peu près la même chose. Donc en regardant ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait tout simplement pas de données chiffrées là-dessus. Et donc Sista, c'est d'abord un objectif qui est de compter les femmes pour que les femmes comptent. Et donc on a travaillé là-dessus avec le BCG. Donc c'est notamment Tatiana qui a vraiment pris un fichier Excel, qui est allée toquer à la porte de tous les fonds d'investissement pour simplement récolter la donnée qui n'existait pas. Et donc de là, on a réalisé que aujourd'hui en France, sur l'ensemble des levées de fonds, c'est uniquement 2,2% des fonds investis qui sont investis dans des startups portées par des femmes. Donc voilà, c'est le genre de chiffre où quand on le voit, on est un peu atterré dans un premier temps. Et aujourd'hui, les startups, il y a beaucoup de femmes à leur tête, ou en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui participent au lancement de startups, ou est-ce qu'il y a 2,2% de créatrices d'entreprises? Alors, il y a évidemment un biais, sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes, moi, à chaque fois, c'est évidemment dans l'éducation, et c'est évidemment, ça se joue dès la maternité. Mais voilà, nous on agit de là où on est, et en fait on se rend compte que en fait, ce biais il est tout simplement dû au fait qu'aujourd'hui dans les fonds d'investissement on a tous des biais, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, on a tendance à investir auprès de personnes qui nous ressemblent, et aujourd'hui quand on regarde les fonds d'investissement à peu près partout dans le monde et notamment en France, il y a 95% d'hommes, une moyenne d'âge plutôt âgée, et donc ils ont tendance à investir des personnes qui leur ressemblent davantage. Et donc là, à passer ce constat-là, évidemment, on est pas mal d'entrepreneuses et dirigeantes dans ce stade, donc l'idée c'est vraiment de passer à l'action. Et donc ça a donné notamment la signature d'une charte à Bercy, c'était il y a 2 mois maintenant. Et donc c'est 50 fonds d'investissement français qui sont engagés à investir 25% de leurs fonds dans des startups portées par des femmes d'ici 2025. Donc on va passer hopefully de 2,2% à 25%. Enfin, c'est pas uniquement hopefully parce que derrière c'est évidemment la BPI qui sont engagés et un suivi qu'on fait avec eux. C'est quand même un véritable changement de mentalité dans cet univers-là. Qu'est-ce que pour vous ça peut changer finalement dans la société? C'est assez fort quand même comme propos. Moi, ce qui me semble fondamental là-dessus, c'est en fait quand on se parle des startups. Enfin déjà, il y a un truc qui m'a... Et c'est Laurence Equibek, qui est chef d'orchestre. On fait souvent des creative mornings chez My Little, donc c'est 1 fois par mois une personnalité créative qui vient nous parler. C'est un petit déj le matin avec toute l'équipe. Et Laurence Equibek, en fait, est chef d'orchestre, c'est une des 4% femmes chefs d'orchestre dans le monde. Et en fait, elle a dit un truc qui a tellement résonné pour moi. Elle parlait du monde de la culture. Et elle disait, ce monde que j'imaginais ouvert, que j'imaginais... progressiste, moderne, en fait, je me rendais compte que j'étais confrontée exactement au même mur, au même schéma archaïque et que partout ailleurs. Et en fait, quand elle a parlé du monde de la culture, moi, ça a vraiment résonné avec le monde des startups et de l'innovation. Moi, c'est un monde que je pouvais penser plus progressiste et plus égalitaire peut-être que d'autres.
Et en fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, ça ne l'est pas, et notamment quand on regarde les chiffres de start-up. Et il y a un autre truc que Laurence disait, c'était en fait, bizarrement, dans la culture comme ailleurs, plus il y a d'argent, moins il y a de femmes. Et voilà, et en fait, ça a évidemment énormément résonné avec l'initiative de Sista, parce que c'est la même chose. Et moi, ce qui me met en mouvement là-dessus, c'est en fait de quoi on se parle. Déjà, on se parle d'un enjeu d'égalité, et pour moi, l'égalité, en réalité, elle devrait être sans condition. Derrière, on se parle d'un enjeu de performance, et c'est un langage qu'il faut avoir dans ce milieu-là, oui. Évidemment. Et en fait, on voit vraiment un impact très fort sur la performance à partir du moment où y a une inclusion plus forte dans l'ensemble des entreprises qu'on a regardées. Et ensuite, surtout, on se parle de quoi ? On se parle du monde qu'on est en train de construire. Enfin, quand on se parle des startups, concrètement, on se parle du monde qu'on est en train de construire pour les années à venir. Et là, en l'occurrence, c'est un monde qui est en train d'être construit par les hommes et pour les hommes. Et ça, moi, c'est un truc qui me pose problème. La manière dont vous le voyez évoluer, comment on peut changer la mentalité justement de ces hommes au-delà de 40 ans qui sont à la tête de ces fonds, c'est forcément de la contrainte ou est-ce qu'il y a d'autres leviers avec Sista ? Est-ce que vous explorez d'autres façons de les sensibiliser ? Pour moi, Sista, c'est l'anti-contrainte quelque part, parce que c'est l'idée plus d'une soft law, oui. Où voilà, on incite, on met en mouvement. Ce que je trouve quand même positif, c'est que, enfin peut-être positif et inquiétant, je sais pas, mais en réalité, personne n'avait ce chiffre en tête. Enfin, quand on a demandé aux dirigeants des fonds, vous pensez que vous investissez à peu près combien ou quoi ? Personne nous a dit 2%, quoi. Personne. Et donc déjà, je pense que vraiment d'avoir une approche rationnelle, de quantifier, d'avoir une analyse vraiment et des datas là-dessus, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, ce qu'on nomme pas n'existe pas. Je pense qu'à un moment donné, sur ces chiffres-là, voilà, ce qu'on ne quantifie pas n'existe pas non plus. Donc ça permet de mettre en lumière le problème. Et après, moi, en l'occurrence, avec Sista, on fait vraiment le pari de la soft law. Hein. Tatiana Jama a une expression que j'adore, elle appelle ça la théorie du sandwich, où elle dit, en fait, on peut quelque part prendre les investisseurs un peu en sandwich entre les entrepreneurs et entrepreneuses qui, eux aussi, ont la responsabilité quelque part dans les fonds qu'ils vont choisir. Et avec Sista, on a envie de mettre en lumière des fonds qui s'engagent pour plus d'égalité. Donc c'est aussi dans le camp des entrepreneurs d'aller... voilà, aujourd'hui, il y a une vraie pression quelque part... pour trouver les prochaines pépites, voilà, les entrepreneurs ont aussi un choix à faire là-dessus. Et puis ensuite, les fonds souverains qui peuvent aussi évidemment impacter... être moteur sur ces politiques-là. Ouais. Il y a peut-être une autre façon de faire. Vous entrez au conseil d'administration d'un très grand groupe français qui s'appelle Yves Rocher. Ouais. Quel va être votre rôle au sein de ce conseil d'administration ? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à un groupe de cette envergure-là ? Et vous, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que vous allez découvrir là-bas ? Honnêtement, c'est tout nouveau parce que ça a été annoncé hier. Ce que je peux simplement dire, c'est que moi, je me suis sentie... très touchée quand Brice Rocher m'a appelée parce que voilà, je suis très engagée sur l'écologie. Je me suis formée au Schumacher College, qui est une université de deep ecology fondée par Satish Kumar en Angleterre. Et chez My Little, on essaye vraiment d'avoir l'impact le plus positif à travers notamment la Green Letter, où on embarque plus de 100 000 abonnés sur ces sujets-là. Mais c'est la première fois que c'est quelque chose que je vivais assez intimement et à l'intérieur de My Little. Et c'est la première fois que j'avais le sentiment que là, quelque part, cette sensibilité-là était en tout tout qu'on y faisait appel à l'extérieur. Reconnue à l'extérieur. Alors reconnue, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, que ça, on se disait, tiens, ça peut peut-être apporter quelque chose. C'est tout nouveau, donc je sais pas encore exactement comment ça va se construire. Ce que je sais, c'est que moi, je suis, en tant que Bretonne et en tant qu'entrepreneuse, hyper admirative d'Yves Rocher, qui a un impact sur le territoire local. L'Agacie, moi, c'est un endroit que je connais très bien depuis toute petite. Et je trouve que c'est pour moi vraiment un emblème d'une réussite avec beaucoup de sens et d'alignement, quoi. Et ça, pour moi, ça fait partie des groupes qui tracent un peu le chemin de mes rêves. Et puis ensuite, ce que je trouve passionnant aussi sur ce sujet-là, c'est que dans le cadre de la loi Pacte, toute la définition même des entreprises qui est en train d'être revisitée. Et ça, je pense que c'est une très bonne façon de faire bouger les choses en France aujourd'hui. Aujourd'hui, le My Little Paris, ça pèse combien et demain, avec l'ouverture de vos marchés, vous visez quelle taille ? Alors, on fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable depuis toujours. En fait, là-dessus,
honnêtement, je suis assez... voilà, on travaille évidemment des business plans à 3 ans, etc. Mais je fonctionne plus par projet. Typiquement, la box, c'était pas du tout dans notre business plan au moment où on l'a lancé. Et puis en fait, ça a quintuplé le chiffre d'affaires. Donc ce que je veux garder, c'est plus la capacité à tester les choses, à rêver et à réaliser ces rêves-là. Là, on vient de lancer Gina, donc c'est une box de tampons et serviettes hygiéniques en coton bio. Et c'est surtout un média pour, en tant que femme, mieux connaître son corps. Donc voilà, ça typiquement, voilà, on est au tout début, mais on teste et on sent déjà une bonne traction. Vous avez quel retour justement sur un propos santé, vraiment purement santé pour le coup? Quel retour vous avez de la part de l'audience? En fait, Gina, c'est né en fait, chez Mona, on avait 3 mois de cours et de talks, de conférences, etc. Et dans ces conférences, pendant 3 mois, il y avait un cours qui était le cours de SVT que vous avez séché en 4e, qui était vraiment un cours clin d'œil. En fait, ce cours a été pris d'assaut, donc on en a remis plusieurs. Ils ont tous été complets, donc j'y suis allée. J'ai appris des tonnes de trucs sur mon corps. Et ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que voilà, le premier clitoris a été dans un manuel scolaire il y a 2 ans. Et en fait, on s'est dit, il y a un vrai sujet sur les corps féminins et comment est-ce qu'on peut appréhender ça, nous, en tant que médias. Et c'est ça qui nous a donné envie de lancer Gina. Et en fait, c'est une réponse évidemment produit, mais c'est aussi une réponse contenu et média, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça aussi. Le moteur. Ouais, complètement. Et donc, on a fait, par exemple, un kit première règle, et pendant 1 mois, en septembre dernier, un pop-up parents-enfants, parents-jeunes filles, sur les premières règles, avec des gynécos qui étaient là tous les soirs pour faire des petits cours. Et c'est des moments que je trouve, qui, je pense, créent un lien à la marque, et évidemment très très fort, quoi. Ouais. Et qui va évidemment au-delà du transactionnel. Vous parliez de Nike tout à l'heure, mais c'est proche de la première expérience du sport ou la première expérience d'avoir des moments clés de la vie liés à une marque, en fait. Ouais, complètement. Quand on voit que 75% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence la plus totale, c'est un chiffre alors qui peut un peu déprimer, mais c'est un chiffre aussi qui met en mouvement. Et concrètement, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle la théorie des 1000 fans de Seth Godin, qui est vraiment cette idée de se dire, en fait, travaillons vraiment les 1000 premiers fans de votre marque, et eux, c'est vraiment les éblouir chaque jour et créer un lien hyper fort avec eux. Parce que c'est vraiment la base pour ensuite pouvoir se déployer. Faut pas les perdre. Ouais, exactement. Et nous, sur Gina, on est vraiment sur ces premiers milliers de fans qu'on travaille. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.